La femme de ménage noire parlait russe. Elle a sauvé le général d'une balle perdue, et il est tombé amoureux d'elle. La balle a brisé la vitre à exactement 3 pouces de la tête du général Marcus Hayes. Des éclats de verre ont volé sur son bureau en acajou, tandis que Tara Wilson se jetait contre la porte de son bureau pour la claquer. Son chariot de nettoyage s'est écrasé contre le mur du couloir, renversant des bouteilles de désinfectant partout. Le bruit a résonné dans le couloir du Pentagone comme un coup de feu, mais elle ne pensait pas aux produits chimiques renversés. Elle repensait aux mots russes qu'elle venait d'entendre dans le système de ventilation 30 secondes plus tôt. Cel v kabinete, 3 minuti do vypolnenia. Cible dans le bureau. 3 minutes avant l'exécution. Je m'appelle Tara Wilson. J'ai été invisible toute ma vie. Femme noire, femme de ménage. 3e équipe au Pentagone. Les gens me regardent comme si je faisais partie du mobilier. Ils ne savent pas que je parle 4 langues, dont celle qui vient de sauver la vie d'un homme. Ils ne savent pas que j'ai un diplôme en linguistique de l'université Howard, obtenu avec mention très bien, ni que j'ai tout perdu lorsque mon habilitation de sécurité m'a été retirée à la suite d'une erreur administrative il y a 3 ans. Ils ne savent surtout pas que je comprends chaque mot lorsque des agents étrangers pensent parler en code. J'étais traductrice pour le département d'État. J'informais les ambassadeurs, décodais les communications interceptées, assistais à des réunions où se décidèrent la paix et la guerre. Puis, une signature manquante sur un formulaire de routine, un agent de sécurité trop zélé, et je me suis retrouvé sans emploi dans mon domaine. Problème de vérification des antécédents, m'a-t-on dit. Trop risqué pour des postes sensibles. J'ai donc accepté le seul emploi disponible, nettoyer des bureaux à 2 heures du matin quand tout le monde était parti. Un travail invisible pour une femme invisible. Sauf que ce soir, être invisible nous a sauvé la vie à tous les deux. Le général Hayes était toujours figé derrière son bureau, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. La vapeur s'élevait du liquide noir comme la fumée d'un champ de bataille qu'il ne voyait pas venir. Mais qu'est-ce que... Baissez-vous, ai-je chuchoté en rampant vers lui sur le tapis persan qui coûtait probablement plus cher que mon salaire annuel. Il y a un sniper, un agent russe, mais ce n'est pas le pire. Il me regardait comme si j'avais une 2e tête, une femme de ménage donnant des conseils tactiques à un général 3 étoiles. Cela aurait été risible si la situation n'avait pas été aussi grave. Ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés, son uniforme repassé avec une précision militaire. Tout en lui respirait l'autorité, le contrôle, l'ordre, tout ce que je n'avais jamais eu dans ma vie. La ventilation fit entendre une autre voix, plus jeune, nerveuse, parlant plus vite. Amerikanski General Merte, Sleduju Shayatsel, secrétaire Oboroni, Activirovat Protocole Delta, général américain mort. Prochaine cible, le secrétaire à la défense. Activez le protocole Delta. Mon sang se glaça. Ce n'était pas seulement un assassinat, c'était le début de quelque chose d'énorme. Le protocole Delta signifiait plusieurs frappes simultanées, les infrastructures, les communications, une attaque coordonnée destinée à paralyser la réponse militaire américaine. « Monsieur, vous devez m'écouter », dis-je d'une voix ferme, malgré le chaos qui explosait dans ma poitrine. « Ils vous croient mort. Ils passent à la phase suivante de leur opération. » Le général Hayes s'effondra enfin derrière son bureau, sa tasse de café tombant sur le sol dans un bruit sec. La porcelaine se brisa comme le verre de la fenêtre et un liquide sombre se répandit sur les documents officiels. Pour la première fois en 3 ans que je nettoyais son bureau 2 fois par semaine, il me regardait vraiment. Il me voyait vraiment. Comment? Parce que je parle russe, monsieur. Couramment. Et je viens de les entendre confirmer votre mort pour passer au protocole Delta. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas seulement de la surprise, c'était de la reconnaissance. Le regard d'un stratège militaire qui comprend soudainement l'ampleur de la situation à laquelle il est confronté. Vous êtes la femme de ménage. Je suis la femme qui vient de vous sauver la vie. Le silence s'étendit entre nous comme une arme chargée. À l'extérieur de son bureau, des pas résonnaient dans le couloir. Des bottes lourdes, une précision militaire,
mais un rythme étrange, une cadence inhabituelle. J'avais entendu suffisamment de vrais militaires pour connaître la différence. Ces bottes appartenaient à des prédateurs. Si vous suivez cette histoire, vous savez quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Parfois, le salut vient des endroits les plus inattendus. La question est, êtes-vous prêt pour ce qui se passe lorsque le pouvoir rencontre l'impuissance dans l'ombre de la guerre? Les pas s'arrêtèrent devant la porte, un coup doux, professionnel, courtois, mortel. Puis une voix avec un léger accent. « Général Hayes, contrôle de sécurité, nous devons vérifier votre bureau immédiatement. » J'ai appuyé mon doigt sur mes lèvres, les yeux rivés sur les siens, parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. Je connaissais cet accent. Je savais que ce n'étaient pas ces hommes de l'autre côté de la porte. Et je savais que dans les 60 secondes qui allaient suivre, tout allait changer. La vraie question n'était pas de savoir comment une femme de ménage avait fini par sauver la vie d'un général. La question était, que se passerait-il lorsque l'homme le plus puissant du bâtiment réaliserait que la femme la plus invisible était peut-être la seule personne capable d'empêcher une guerre d'éclater sur le sol américain? Les coups frappés à la porte se firent plus insistants. « Général Hayes, ici le capitaine Morrison. Le protocole de sécurité du Pentagone exige une inspection immédiate de votre bureau. » Je secouai violemment la tête en direction du général. Il n'y avait aucun capitaine Morrison dans le planning de sécurité de nuit. Je nettoyais ces couloirs depuis 3 ans. Je connaissais tous les noms, tous les visages, toutes les voix qui appartenaient à ce bâtiment après minuit. « Monsieur », murmurai-je en rampant vers lui derrière son imposant bureau. Cet homme ne m'a jamais adressé la parole, mais j'ai déjà vu son visage. Il arrive tous les mardis à 23h47 par l'entrée Est. Il ne signe jamais le registre des visiteurs. Il ne montre jamais sa carte d'identité aux gardes. Le général Hayes me fixa avec une intensité nouvelle. « Vous avez remarqué tout ça? Les personnes invisibles voient tout. La vérité, quand on est ignoré, c'est qu'on devient l'observateur ultime. Pendant que les hommes puissants se concentraient sur leurs réunions et leur ego, j'observais, je cataloguais, je mémorisais chaque visage qui n'avait rien à faire là, chaque conversation qui s'arrêtait quand quelqu'un entrait dans la pièce, chaque document laissé négligemment sur un bureau. Il y a 3 mois, j'avais commencé à entendre des conversations en russe dans le système de ventilation. Toujours les mêmes voix. Toujours entre 2 et 3 heures du matin, quand seule une équipe réduite travaillait dans le bâtiment. Je pensais qu'il s'agissait de sous-traitants légitimes, peut-être des techniciens ou des agents de maintenance d'une entreprise externe, jusqu'à ce soir où je les ai entendus parler de meurtre. « Général, il y a 30 secondes, ils ont mentionné le protocole Delta », ai-je dit d'une voix à peine audible. « Ce n'est pas un terme utilisé au hasard, c'est coordonné. Plusieurs cibles, frappes simultanées. » Il serra les mâchoires. Un militaire de carrière qui reconnaissait les implications tactiques. La voix à l'extérieur devint plus aiguë. « Monsieur, nous avons des rapports faisant état de coups de feu. Ouvrez immédiatement la porte. » Mais je savais mieux que lui. Les coups de feu avaient été silencieux, étouffés, professionnels. Qui que soient ces gens, ils connaissaient leur métier. Ils avaient positionné un tireur d'élite, créé une diversion, et maintenant ils utilisaient de faux protocoles de sécurité pour finir le travail. « Il y a un tunnel de service, murmurai-je, derrière la bibliothèque. Je l'utilise pour accéder aux systèmes électriques pour le nettoyage en profondeur. Vous voulez que je rampe dans des tunnels d'entretien? Je veux que vous restiez en vie. Voici ce qui se passe lorsque la survie fait tomber tous les masques. Le grade n'a plus d'importance, le statut devient insignifiant, et la femme que tout le monde ignorait devient la seule voix qui compte. » Le général Hayes me regarda longuement. Il me regarda vraiment. Pas comme une femme de ménage, mais comme quelqu'un qui pourrait lui sauver la vie. « Qu'avez-vous entendu d'autre » ? 3 agents. Ils avaient un accent russe, mais parlaient un anglais américain cultivé lorsqu'ils changeaient de langue. Le chef se fait appeler Volkov. Il connaît votre emploi du temps, vos protocoles de sécurité, la rotation de votre personnel. Le général pâlit. Volkov est censé être mort. Eh bien, il est bien vivant et très intéressé par votre mort. Un nouveau bruit dans le couloir, du métal contre du métal.
Ils étaient en train de forcer la serrure. « Monsieur, nous partons maintenant ou nous ne partons pas ?» Mais alors que je tendais la main vers le panneau caché derrière sa bibliothèque, j'entendis quelque chose qui me glissa un frisson dans le dos. Une quatrième voix, parlant directement dans ce qui semblait être une radio. « Objektiv, uvelicit davlenie, activirovat plan B. Cible en vie, augmenter la pression, activer le plan B. » Le plan B ne consistait plus seulement à tuer le général Hayes. Je me tournais vers lui, les mains tremblantes, tandis que j'ouvrais le panneau de service. « Monsieur, ils savent que vous êtes en vie, et ils ne sont pas seulement là pour vous. Que voulez-vous dire? Le plan B signifie qu'ils s'en prendront à votre famille. » La serrure s'ouvrit derrière nous. Quand tout ce que vous pensiez savoir sur la sécurité, sur le protocole, sur qui protège qui, s'effondre en un instant, c'est là que vous découvrez de quoi les gens sont vraiment faits. Le général Hayes n'hésita pas. Il me suivit dans l'obscurité du tunnel de maintenance, laissant derrière lui son bureau, son autorité, son monde soigneusement ordonné. Mais alors que nous rampions dans cet espace étroit, j'entendais la voix de Volkov résonner derrière nous, parlant désormais dans un anglais parfait. « Trouvez-les, le général en sait trop, et la femme en a trop entendu. » Il savait pour moi. La question n'était plus seulement de savoir comment garder le général Hayes en vie, la question était comment combattre des fantômes qui vous observent depuis des mois, qui connaissent chacun de vos mouvements et qui viennent de réaliser que la femme invisible pourrait être leur plus gros problème. Car dans la prochaine jonction du tunnel, j'allais devoir lui dire la vérité sur les raisons pour lesquelles j'avais perdu mon habilitation de sécurité 3 ans auparavant. Et pourquoi Volkov me traquait peut-être depuis bien avant cette nuit. Le tunnel de maintenance était à peine assez large pour 2 personnes. Dans cette obscurité suffocante, rampant dans les entrailles du Pentagone, j'ai réalisé quelque chose qui allait tout changer. Parfois, la vérité que vous cachez devient la seule arme qui vous reste. Le général Hayes respirait bruyamment derrière moi, son uniforme frottant contre les parois métalliques. Un général 3 étoiles, réduit à ramper dans l'obscurité, suivant une femme qu'il n'avait jamais vraiment vue avant ce soir. « L'habilitation de sécurité », dit-il entre 2 halètements. Que s'est-il réellement passé il y a 3 ans? Je cessais de ramper, parce que certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées à la lumière du jour, mais dans l'obscurité, quand la mort vous traque, les mensonges deviennent un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. « Je travaillais sous couverture pour la CIA dans le domaine linguistique, » murmurai-je. Je traquais un réseau de dormants russes. Nom de code, opération Nightfall. Impossible, j'aurais été informé. Non, monsieur, vous n'auriez pas été informé, parce que le réseau avait infiltré le Pentagone, des postes de haut niveau, des gens en qui vous aviez confiance. Le silence qui suivit n'était pas seulement dû au choc. C'était le bruit d'un monde qui s'écroulait en temps réel. J'ai identifié 7 agents en 18 mois, poursuivis-je d'une voix ferme, malgré la terreur qui me tenaillait la poitrine. Y compris quelqu'un dans votre chaîne de commandement direct. Mais avant que je puisse terminer mon enquête, ma couverture a été compromise, une fuite interne. Du jour au lendemain, j'étais devenu un risque pour la sécurité. Nous arrivâmes à une intersection dans le réseau de tunnels. 3 directions s'offraient à nous. Je choisis la gauche, vers le centre de communication. Ils ont détruit ma réputation, révoqué mon habilitation, rendu impossible toute carrière dans les services secrets. Mais ils ont commis une erreur. Laquelle? Ils m'ont laissé en vie. Ils ont supposé qu'une femme noire, déshonorée et sans relation disparaîtrait sans faire de bruit. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'être invisible ne signifie pas être impuissant. Cela signifie simplement que l'on est sous-estimé. Au-dessus de nous, des bruits de pas retentissaient dans les couloirs. Une recherche coordonnée, ils fouillaient systématiquement, étage par étage. Volkov était ma cible principale il y a 3 ans, dis-je en rampant plus vite. Il devait être extrait et éliminé. Au lieu de cela, il a disparu. La CIA a supposé qu'il était mort. Mais vous saviez que ce n'était pas le cas. Je savais qu'il était patient. La vengeance n'est pas un plat qui se sert froid. C'est une stratégie qui se met en place avec précision.
Nous avons atteint un autre panneau d'accès. J'ai collé mon oreille contre celui-ci pour écouter. Silence. Je l'ai ouvert avec précaution et j'ai jeté un œil dans une salle des serveurs vide, baignée d'une lumière bleue LED. Monsieur, Volkov n'a pas seulement survécu. Il a passé 3 ans à étudier ce bâtiment, à cartographier chaque faiblesse, à identifier chaque atout, y compris moi. Le général Hayes émergea du tunnel derrière moi, son uniforme en désordre, son autorité balayée par les circonstances. Mais son regard était plus vif à présent, concentré. C'était un homme qui comprenait la guerre. « Votre famille », dis-je en vérifiant les écrans de sécurité de la salle des serveurs. « Où sont-ils ce soir ? Ma femme est à la remise des diplômes de notre fille, à l'université de Georgetown. La cérémonie s'est terminée il y a 2 heures. Mon cœur s'arrêta. L'université de Georgetown, là où j'avais vu des véhicules banalisés lors de mes rondes de nettoyage la semaine dernière. Là où j'avais remarqué des hommes avec des oreillettes qui n'avaient rien à faire dans un événement universitaire. « Monsieur, nous devons les appeler tout de suite. » Mais alors qu'il tendait la main vers son téléphone, tous les écrans de la salle des serveurs se mirent à clignoter. Puis, ils devinrent noirs. L'éclairage de secours s'alluma, plongeant la pièce dans une lumière rouge. Une voix résonna dans le système de sonorisation du bâtiment. C'était celle de Volkov, qui parlait désormais dans un anglais parfait, avec juste un léger accent russe. « Général Hayes, vous avez quelque chose qui nous appartient, la femme qui observe, qui écoute, qui en sait trop. » Il ne s'agissait plus seulement de secrets militaires, c'était personnel. « Vous avez 10 minutes pour vous rendre avec cette femme, ou votre famille en paiera le prix. Nous sommes déjà à Georgetown, nous sommes déjà près de tout ce que vous aimez. » Les écrans se remirent en marche. Les images des caméras de sécurité de l'université de Georgetown apparurent. Je pouvais voir des voitures dans le parking, des silhouettes en mouvement, et au milieu, une femme en robe bleue qui se dirigeait vers sa voiture, la femme du général. « Parfois, ceux qui vous sauvent sont ceux-là même qui vous mettent en danger, » murmurai-je en regardant son monde s'écrouler sur les écrans. « Monsieur, il ne voulait pas seulement votre mort, il voulait que je vous sauve. Il voulait que vous me fassiez confiance. » Il se retourna, le visage déchiré par la confusion et la trahison. Parce qu'à présent, ils ont un moyen de pression sur nous deux. La femme invisible qui connaît leurs secrets, et le général qui dépend d'elle pour survivre. Mais voici ce que Volkov ne comprenait pas à propos des personnes invisibles. Nous ne nous contentons pas d'observer. Nous planifions, nous préparons. Et parfois, nous ripostons d'une manière que les hommes puissants ne peuvent jamais prévoir. Je fouillai dans ma ceinture de produits d'entretien, passai les vaporisateurs et les chiffons, et pris quelque chose que je transportais depuis 3 ans. J'avais attendu ce moment. « Monsieur, vous devez faire un choix. Sauver votre famille et laisser le réseau s'échapper. Ou faire confiance à la femme qui a toujours eu 3 longueurs d'avance sur eux. » Car la décision suivante allait déterminer si nous étions des chasseurs ou des proies, si la justice n'était qu'un concept ou quelque chose qui valait la peine de mourir. Les lumières rouges d'urgence clignotaient comme un battement de cœur, tandis que le général Hayes me regardait avec une nouvelle compréhension. Parfois, le salut ne vient pas des personnes auxquelles on s'attend. Parfois, il vient de ceux que vous n'avez jamais pris la peine de voir. Et parfois, la femme invisible se prépare à la guerre depuis plus longtemps que quiconque ne l'aurait imaginé. Ce que j'ai sorti de ma ceinture de nettoyage n'était pas une arme, c'était quelque chose de bien plus dangereux, une préparation, un petit appareil, noir, discret, le genre de choses que l'on ne remarquerait pas parmi les produits d'entretien. Mais ce n'était pas l'équipement standard d'une femme qui nettoie les sols et vide les poubelles. Monsieur, pendant 3 ans, chaque fois que j'ai nettoyé cet immeuble, j'ai dressé un plan. Chaque angle de caméra, chaque angle mort, chaque faille dans leur système de surveillance. J'ai connecté l'appareil au terminal du serveur. Pendant qu'ils pensaient que j'étais invisible, je construisais quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir. Parfois, l'arme la plus puissante n'est pas celle que vous portez, c'est ce que vous savez. Le général Hayes regardait les lignes de code défiler sur l'écran.
Son esprit militaire analysait ce qu'il voyait, mais les implications étaient stupéfiantes. Vous planifiez cela depuis 3 ans? Pas exactement, mais je savais qu'il reviendrait. Je savais que Volkov voudrait terminer ce qu'il avait commencé. Mes doigts se déplaçaient sur le clavier avec une précision acquise par l'habitude. La question n'était pas de savoir si cela arriverait, mais quand et dans quelle mesure je serais prêt. Voici ce qui se passe lorsque ceux qui sont sous-estimés décident de ne plus être des victimes. Ils deviennent quelque chose à quoi leurs ennemis ne sont pas préparés. Le dispositif était un système d'intrusion sur mesure. 3 ans passés à étudier les protocoles de sécurité du Pentagone de l'intérieur. 3 ans à observer, à apprendre, à se préparer. Chaque nuit passée à travailler était une mission de reconnaissance. Chaque moment ignoré était une occasion de recueillir des informations. J'ai suivi le réseau de Volkov grâce à leur schéma de communication, ai-je dit, les écrans se remplissant de flux de données. Ils pensent utiliser des canaux cryptés, mais j'intercepte leurs signaux depuis des mois. Vous meniez une opération de renseignement non autorisée à l'intérieur du Pentagone? Je survivais, monsieur. Et parfois, pour survivre, il faut devenir quelqu'un que l'on n'aurait jamais pensé devoir être. Les écrans affichaient une carte en temps réel de Washington, D.C. Des points rouges apparaissaient dans toute la ville. Des mouvements coordonnés, des positions coordonnées. Volkov a 12 agents sur le terrain ce soir, pas seulement à Georgetown. Ils sont postés chez vous, dans votre immeuble, chez la sœur de votre femme. Je désignais l'écran. Il ne s'agit plus seulement de vous tuer. Il s'agit d'éliminer tous ceux qui comptent pour vous. Mais voici ce que Volkov ne comprenait pas à propos des gens invisibles. Nous ne voyons pas seulement tout. Nous nous souvenons de tout, et nous prévoyons tout. Monsieur, votre femme n'est plus à Georgetown. Il se figea. Que voulez-vous dire? Je veux dire que j'ai 3 longueurs d'avance sur cette opération depuis des mois. La cérémonie de remise des diplômes. J'avais quelqu'un qui surveillait. Quelqu'un qui pouvait mettre votre famille en sécurité avant que les hommes de Volkov n'aient pu s'approcher. Car la vérité sur le fait d'être sous-estimé, ce n'est pas seulement que les gens ne voient pas vos forces, c'est qu'ils ne voient pas votre réseau. Le général Hayes me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Pas seulement ce soir, mais pour la première fois en 3 ans qu'il me croisait dans les couloirs, en me traitant comme un meuble. Avec qui travaillez-vous? D'autres personnes invisibles, monsieur. D'autres femmes qui ont été discréditées, renvoyées, détruites par le même système qui a créé ce gâchis. J'ai ouvert un autre écran. Des concierges qui parlent 6 langues, des employés de cafétéria titulaires de diplômes supérieurs, des agents de sécurité ayant une expérience dans le renseignement militaire, l'armée invisible que les hommes puissants ne prenaient jamais la peine de remarquer. Votre femme et votre fille sont actuellement dans un refuge en Virginie, protégées par des gens qui comprennent ce que signifie être traqué pour en savoir trop. Si vous suivez cette histoire, vous commencez à comprendre quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Le vrai pouvoir ne vient pas des titres ou des uniformes. Il vient de la préparation qui rencontre l'opportunité quand tout est en jeu. Nous avons maintenant le choix, ai-je dit en me tournant vers lui. Nous pouvons fuir, vous garder en vie, protéger votre famille et laisser Volkov disparaître à nouveau dans l'ombre. Ou nous renversons la situation. Nous utilisons leurs propres opérations contre eux. Nous faisons d'eux les proies au lieu des chasseurs. Les écrans affichaient la position de Volkov en temps réel. Ses agents se déployaient dans toute la ville, confiants dans leur puissance de feu et leur planification supérieure. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chacun de leurs mouvements était suivi, enregistré, anticipé. J'ai un plan, monsieur. Mais il nécessite que vous fassiez confiance à quelqu'un que vous avez ignoré pendant 3 ans. Quelqu'un qui est resté invisible si longtemps qu'elle est devenue invincible. Car parfois, ceux qui vous sauvent ne sont pas ceux qui ont les armes les plus puissantes ou les grades les plus élevés. Parfois, ce sont ceux qui ont observé, attendu et préparé dans l'ombre. Le général Hayes regarda les écrans qui indiquaient la sécurité de sa famille, les positions de Volkov et l'étendue du réseau qui nous traquait tous les deux. Que voulez-vous que je fasse? C'est alors que j'ai souri pour la première fois depuis 3 ans.
Non pas parce que le combat était terminé, mais parce qu'il commençait enfin, selon mes conditions. Je veux que vous fassiez quelque chose qui sera peut-être la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite en tant qu'officier militaire. Quoi donc? Je veux que vous suiviez les ordres de la femme de ménage, car dans la phase suivante de cette opération, tout dépendrait de la capacité de l'homme le plus puissant du bâtiment à apprendre à faire confiance à la femme la plus invisible, et de notre capacité à tous les deux à affronter ce qui se passe lorsque les proies deviennent les chasseurs. La révolution a commencé à 3h17 précises, non pas avec des explosions ou des coups de feu, mais avec quelque chose de bien plus dévastateur, le moment où des personnes invisibles décident de devenir visibles selon leurs propres conditions. Général, dans 30 secondes, vous allez appeler Volkov, ai-je dit, mes doigts dansant simultanément sur plusieurs claviers. Vous allez lui dire que vous êtes prête à vous rendre. Son visage s'est durci. Absolument pas. Monsieur, faites-moi confiance. Parfois, la meilleure stratégie n'est pas la résistance, mais de faire croire à votre ennemi qu'il a déjà gagné. Sur les écrans qui nous entouraient, l'opération réelle se déroulait. Alors que les 12 agents de Volkov se positionnaient à travers Washington, D.C., ils ne se doutaient pas qu'ils marchaient dans un piège préparé depuis 3 ans. Car voici ce qui se passe lorsque ceux qui ont été sous-estimés ripostent enfin. Ils ne se contentent pas de se battre. Ils orchestrent tout. « Maria, êtes-vous en position ?» ai-je demandé dans mon oreillette. Une voix grésilla en réponse. Calme, professionnel. Employé de cafétéria à commandement. Université de Georgetown, parking nord. J'ai 3 ennemis en vue. Bien reçu. Lancez la phase 1. Maria Santos avait servi 2 fois en Afghanistan avant qu'une décision bureaucratique ne l'envoie servir des repas à la cafétéria du Pentagone. Ce soir, sa véritable formation allait enfin lui servir. Général, passez l'appel. Dites à Volkov que vous êtes au centre de communication. Dites-lui que la femme est avec vous. Il composa le numéro avec des doigts tremblants. Pas de peur, mais parce qu'il réalisait que tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir était en train d'être réécrit par quelqu'un qu'il avait traité comme un meuble. Volkov, c'est Hayes. Je me rends. À travers le haut-parleur, la voix de Volkov trahissait la satisfaction d'un prédateur qui pensait avoir acculé sa proie. Sage décision, général. Vous et la femme resterez exactement où vous êtes. Compris? Mais à la fin de l'appel, je souris, car Volkov venait de commettre une erreur fatale. Il croyait à son propre mensonge sur qui détenait le pouvoir dans cette situation. Phase 2, murmurai-je dans mon oreillette. À travers la ville, l'armée invisible se mettait en mouvement. Ce n'étaient pas des soldats ou des espions, mais des concierges, des agents de sécurité et des employés de cafétéria qui avaient observé, appris et préparé leur coup pendant 3 ans. Des femmes qui avaient été discréditées, renvoyées, détruites, mais jamais vaincues. La beauté de l'invisibilité ne réside pas seulement dans le fait que les gens ne vous voient pas, mais aussi dans le fait qu'ils ne voient pas votre réseau se construire sous leur nez. Sur mes écrans, les points rouges commençaient à disparaître un à un. « Contact éliminé, cadran sud-ouest », annonça une voix dans le communicateur. « Ici, Janet, du service d'entretien. L'hostile a été neutralisé avec une force non létale. » Janet avait 20 ans d'expérience dans la police militaire, avant qu'une plainte pour harcèlement sexuel ne mette fin à sa carrière et ne la relègue au nettoyage des sols. Mais la mémoire musculaire ne disparaît pas simplement parce que l'uniforme change. « Contact éliminé, périmètre de Georgetown », a signalé la voix de Maria. « 3 hostiles neutralisés. Votre femme et votre fille n'ont jamais su qu'elles étaient en danger. » Il ne s'agissait plus seulement de sauver le général Hayes. Il s'agissait de toutes les femmes à qui on avait dit qu'elles étaient trop dangereuses pour qu'on leur fasse confiance, trop risquées pour être employées, trop invisibles pour compter. « Monsieur, regardez les écrans », ai-je dit en affichant les images de sécurité provenant de tout le Pentagone. Volkov et ses derniers agents se déplaçaient dans le bâtiment, convaincus qu'ils se rapprochaient de leur cible. Mais chacun de leurs pas était surveillé, anticipé, contré. « Combien de personnes avez-vous » demanda le général Hayes, la voix empreinte d'un mélange de crainte et de terreur.
Suffisamment, monsieur. Les invisibles sont partout quand on apprend enfin à les voir. Une autre voix grésilla dans mon oreillette. Ici, Rosa, sécurité du Pentagone, équipe de nuit. J'ai Volkov en vue. 3e étage. Il se dirige vers le centre de communication. Mais monsieur, sa voix trahissait son inquiétude. Il ne se déplace plus comme quelqu'un qui est en train de gagner. C'est à ce moment-là que la première alarme a retenti dans ma tête. Volkov était trop calme, trop confiant. Un homme dont l'opération était systématiquement démantelée aurait dû paniquer, changer de tactique, appeler des renforts. Au lieu de cela, il se promenait dans le Pentagone comme s'il en était le propriétaire. Phase 3, toutes les unités, ordonnai-je. Fermez le cercle. Mais alors, quelque chose d'imprévu se produisit. La voix de Volkov grésilla à nouveau dans le système de sonorisation du bâtiment, mais cette fois, son ton avait changé. Ce n'était plus de la confiance, ni du désespoir, quelque chose de pire, de la satisfaction. « Tara Wilson, je sais que tu m'écoutes. Vous vous croyez très maligne, mais vous avez commis une erreur fatale. » Mon sang se glaça. Vous avez sauvé tout le monde, sauf la personne qui compte le plus. Sur l'écran principal, une nouvelle image apparut. Elle ne provenait ni de Washington D.C., ni de Georgetown. Elle provenait de l'université Howard, mon alma mater. Et là, attachée à une chaise dans ce qui semblait être une salle de classe vide, se trouvait une personne que je n'avais pas vue depuis 3 ans, mais que j'aurais reconnue n'importe où, le docteur Sarah Chen. Ma professeure de linguistique, ma mentor, la femme qui avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. La femme qui avait écrit des lettres de recommandation quand j'étais sur liste noire, qui avait fait appel à ses relations pour m'obtenir des entretiens d'embauche, qui n'avait jamais cessé de croire que la justice et la vérité importaient plus que la commodité bureaucratique. Vous avez 10 minutes pour venir me voir seule, sinon elle meurt. Et cette fois, aucune armée invisible ne pourra la sauver. Parfois, quand on croit avoir gagné, c'est justement à ce moment-là qu'on découvre que le jeu était plus grand qu'on ne l'avait imaginé. Le général Hayes me regarda, le visage empreint de compréhension. Il savait que vous vous étiez préparé à tout, sauf quelqu'un qui m'est cher, ai-je fini par dire dans un souffle. Car voilà la vérité quand on est invisible depuis si longtemps. On oublie que quelqu'un quelque part peut nous voir, peut savoir exactement comment nous faire du mal. « Rosa, rapport !» ai-je dit dans mon oreillette en essayant de garder une voix calme. « Volkov vient d'entrer dans le centre de communication. Mais Tara ?» Il sourit, comme s'il voulait qu'on l'attrape. C'est à ce moment-là que j'ai compris toute l'ampleur du plan de Volkov, comme un coup physique. Toute cette nuit n'avait pas pour but de tuer le général Hayes. Il ne s'agissait pas d'arrêter mon enquête. Il s'agissait de me forcer à sortir de l'ombre, de me faire révéler tout mon réseau, mes capacités, mes ressources. « Monsieur » dis-je au général Hayes, les mains tremblantes, alors que je prenais conscience de la gravité de la situation. « Ce n'est pas nous qui le traquions, c'est lui qui nous étudiait. Tous nos mouvements de cette nuit avaient été anticipés. Toutes nos contre-attaques avaient été prévues. Volkov avait sacrifié 11 agents, non pas pour mener à bien une mission, mais pour recueillir des informations. « Que veut-il » demanda le général Hayes. C'est alors que j'ai compris la vérité la plus terrifiante de toutes. Il ne veut pas détruire le réseau, monsieur, il veut le recruter. Car les ennemis les plus dangereux ne sont pas ceux qui essaient de vous tuer, ce sont ceux qui essaient de vous posséder. Si vous suivez toujours cette histoire, vous savez que certaines batailles ne sont pas seulement une question de tactique et de préparation, mais aussi de volonté de tout sacrifier pour ceux qui ont cru en vous quand personne d'autre ne le faisait. La question n'était pas de savoir si je pouvais sauver le docteur Chen. La question était de savoir si la sauver détruirait tout ce que j'avais construit pour protéger les autres. Et à ce moment-là, j'ai compris que Volkov jouait un tout autre jeu depuis le début. Car les pièges les plus destructeurs ne sont pas ceux qui vous attrapent quand vous êtes faible. Ce sont ceux qui vous attrapent quand vous avez enfin quelque chose qui vaut la peine d'être perdu. Les écrans autour de nous ont clignoté, et le visage de Volkov est apparu sur tous les moniteurs. Ce n'était pas le visage d'un ennemi vaincu, mais celui de quelqu'un qui avait toujours eu 3 longueurs d'avance. « 10 minutes, Tara !»
Et viens seul, parce qu'il est temps que nous ayons une conversation sur l'avenir des personnes invisibles dans un monde visible. Parfois, le moment le plus dangereux n'est pas celui où vous êtes impuissant. C'est celui où vous réalisez que votre pouvoir était exactement ce que quelqu'un d'autre voulait depuis le début. Parfois, l'acte le plus révolutionnaire n'est pas de changer le monde, mais de refuser de laisser le monde vous changer. Je fixais le visage du Dr Chen sur l'écran, ligoté et terrifié dans cette salle de classe vide de l'université Howard. La femme qui avait vu du potentiel dans une jeune étudiante en linguistique noire, alors que tout le monde voyait en moi un handicap. La femme qui s'était battue contre le système pour m'offrir des opportunités que je n'aurais jamais imaginées possibles. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose qui allait redéfinir tout ce que je pensais savoir sur le pouvoir, le sacrifice, et ce que signifie vraiment être invisible. Général, ai-je dit d'une voix ferme, malgré la tempête qui faisait rage en moi. Vous devez comprendre quelque chose, cela n'a jamais été contre vous. Il ne s'agissait pas d'arrêter Volkov. Il s'agissait de prouver que les personnes invisibles pouvaient devenir visibles selon leurs propres conditions. Le général Hayes m'a regardé avec une nouvelle compréhension. Que voulez-vous dire? Je veux dire que Volkov a commis une erreur cruciale. Il a supposé qu'être invisible signifiait être faible. Il n'a jamais envisagé que cela pouvait signifier être stratégique. J'ai activé un nouveau programme sur mon ordinateur, un programme que j'avais gardé en réserve pour ce moment précis. Dr Chen, si vous m'entendez, ai-je dit directement à la caméra, souvenez-vous de ce que vous m'avez appris sur le pouvoir des mots. Souvenez-vous du protocole 7 de Moscou. Sur l'écran, je vis les yeux du Dr Chen s'écarquiller légèrement. Elle avait compris. Le protocole 7 de Moscou n'était pas une véritable opération de la CIA. C'était un code que le Dr Chen et moi avions mis au point pendant mes études supérieures, un déclencheur linguistique qui signifiait « la personne qui parle n'est pas celle qu'elle semble être ». Car voici ce que Volkov ignorait à propos de ma mentor. Elle n'était pas seulement professeure de linguistique. Elle avait travaillé pour le Defense Language Institute. Elle avait été agent de la NSA. Et elle était infiltrée à l'université Howard pour la même raison que moi, qui me faisait passer pour une femme de ménage. Parfois, les personnes les plus dangereuses sont celles que tout le monde croit inoffensives. Volkov, dis-je, sachant qu'il écoutait. Vous voulez me rencontrer? Rencontrons-nous, mais pas à l'université Howard. J'affichais le plan du bâtiment sur mon écran. Pas le Pentagone, pas un endroit extérieur où ses agents restants pourraient lui venir en renfort. Retrouvez-moi au sous-sol, niveau delta des archives, là où tout a commencé il y a 3 ans. C'était au niveau delta des archives qu'ils avaient détruit ma carrière, qu'ils avaient enterré mes dossiers, ma réputation, mon avenir. Il me semblait approprié que ce soit là que j'enterre le sien. Monsieur, dis-je au général Hayes, j'ai besoin que vous passiez un dernier coup de fil. À votre femme. Elle est en sécurité. Vous avez dit, elle est en sécurité. Mais j'ai besoin que vous lui disiez quelque chose de précis. Je lui tendis un bout de papier avec un numéro de téléphone. Dites-lui d'appeler ce numéro et de dire exactement ces mots. La femme invisible vous salue. 20 minutes plus tard, le général Hayes et moi descendîmes au niveau le plus profond du Pentagone, un endroit dont la plupart des gens ignoraient d'existence, où les documents classifiés allaient mourir et où les carrières étaient enterrées dans des classeurs. Mais lorsque nous arrivâmes au niveau delta des archives, nous n'étions pas seuls. Volkov se tenait au centre de la pièce, loin de l'agent confiant du centre de communication. Car parfois, lorsque les prédateurs réalisent qu'ils ont chassé la mauvaise proie, la peur remplace l'arrogance. « Vous êtes venu, dit-il, son accent plus prononcé. Le stress trahissait ses véritables origines. « Je suis venu parce que vous avez quelque chose qui m'appartient. Le docteur Chen est en sécurité. » Pour l'instant, c'est alors que j'ai souri. Pas le sourire poli d'une femme de ménage qui essaie de passer inaperçue. Le sourire de quelqu'un qui avait 3 longueurs d'avance depuis le début. « Volkov, vous étiez tellement concentré sur l'étude de mon réseau que vous avez oublié de m'étudier. »
Les lumières de la salle d'archives ont clignoté, puis se sont éteintes. L'éclairage de secours a plongé la pièce dans une lumière rouge. Et dans cette lueur rouge, le docteur Chen entra dans la pièce. Elle n'était pas ligotée, elle n'était pas menacée, elle n'était pas une victime, elle était libre. Vous voyez, continuai-je en regardant le visage de Volkov passer de la confusion à la terreur, le docteur Chen n'a pas été capturé. Elle a été placée là. Le protocole 7 de Moscou n'était pas un signal de détresse. C'était un code d'action. La femme que vous pensiez être ma faiblesse, elle coordonne le réseau invisible depuis plus longtemps que moi. Toutes les femmes de ménage, tous les employés de la cafétéria, tous les agents d'entretien qui ont été discrédités, licenciés, détruits, tous lui rendaient compte. Le général Hayes nous regardait tous les deux avec une expression proche de la crainte. « Depuis combien de temps ?»« 7 ans, » répondit le docteur Chen, d'une voix qui avait l'autorité de quelqu'un qui n'avait jamais été impuissant. 7 ans à construire un réseau de femmes à qui on a dit qu'elles ne comptaient pas. Des femmes qui ont observé, écouté et préparé. Volkov chercha son arme, mais il était trop tard. La salle des archives se remplit de silhouettes émergeant de l'ombre. Ce n'étaient pas des soldats, ni des agents, des femmes invisibles qui avaient décidé de devenir visibles. Maria de la cafétéria, Janet de la maintenance, Rosa de la sécurité et des dizaines d'autres qui avaient été licenciées, discréditées, oubliées, toutes armées, toutes entraînées, toutes prêtes. Voici ce que vous n'avez jamais compris à propos des personnes invisibles. Volkov, dis-je, en m'approchant de lui. Nous ne sommes pas invisibles parce que nous sommes faibles. Nous sommes invisibles parce que nous avons choisi de l'être. Et lorsque nous choisissons d'être vus, nous devenons imparables. 3 heures plus tard, le général Hayes et moi étions assis dans son bureau, le même bureau où tout avait commencé. La fenêtre avait été réparée, les taches de café avaient été nettoyées sur la moquette, mais tout le reste avait changé pour toujours. « Je ne comprends pas, dit-il. Pourquoi vous révéler maintenant? Pourquoi mettre fin à votre invisibilité ?» Je le regardais vraiment. Pas comme un subordonné regardant son supérieur, mais comme un être humain regardant un autre être humain. Parce que, monsieur, notre but n'a jamais été d'être invisible. Notre but était de construire quelque chose d'assez puissant pour que, lorsque nous déciderions d'être visibles, le monde n'ait d'autre choix que de nous écouter. 6 mois plus tard, le personnel de nettoyage du Pentagone était mystérieusement devenu l'équipe de maintenance la plus qualifiée de l'histoire du gouvernement. Des docteurs en linguistique, des masters en relations internationales, des vétérans militaires avec des dizaines d'années d'expérience. Toutes des femmes, toutes auparavant invisibles. Le général Hayes arpentait toujours les mêmes couloirs, mais il s'arrêtait désormais pour saluer chaque membre du personnel d'entretien par son nom. Non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il avait compris ce qu'était vraiment le pouvoir. Et moi, je continuais à nettoyer les bureaux tard le soir, mais désormais, je briefais également l'état-major interarmé sur les menaces internationales. Je traduisais les communications interceptées. Je donnais des conseils sur des questions de sécurité nationale. Car parfois, la position la plus puissante n'est pas celle qui porte le titre le plus prestigieux. C'est celle qui vous permet de tout voir, tout en restant exactement là où vous avez choisi d'être. La vérité sur l'invisibilité, ce n'est pas que les gens ne peuvent pas vous voir. La vérité, c'est que vous pouvez choisir quand, comment et pourquoi vous voulez être vu. Et quand les personnes invisibles décident de changer le monde, elles n'ont pas besoin de permission, elles n'ont pas besoin d'approbation. Elles n'ont besoin de personne pour croire en elles. Elles ont juste besoin les unes des autres. Le docteur Chen enseigne toujours à l'université Howard. Mais aujourd'hui, ses cours de linguistique ont une liste d'attente composée de femmes qui comprennent que le langage n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un moyen de pouvoir. Et Volkov ? Il purge une peine à perpétuité dans un établissement fédéral où le personnel de nettoyage parle couramment 7 langues et se souvient de tout ce qu'il entend. Parfois, la justice n'est pas une question de punition.
Il s'agit de s'assurer que les bonnes personnes occupent enfin les bons postes pour empêcher que les mauvaises choses ne se reproduisent. Quand tout le monde nous disait que nous étions invisibles, nous avons prouvé que l'invisibilité ne signifie pas l'impuissance. Cela signifie simplement que vous êtes sous-estimé, et il s'avère que la sous-estimation est la position la plus dangereuse dans laquelle vos ennemis peuvent vous placer. Car lorsque les invisibles décident d'être vus, ils n'apparaissent pas simplement, ils transforment tout ce qui les entoure. La révolution ne s'est pas faite avec des armes ou des manifestations. Elle s'est faite avec de la compétence, de la préparation et la conviction inébranlable que chaque personne mérite d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. Parfois, l'histoire la plus forte n'est pas celle d'une personne qui devient quelqu'un d'autre, c'est celle d'une personne qui montre enfin au monde qui elle a toujours été. Et parfois, ceux qui vous sauvent sont ceux que vous n'avez jamais pris la peine de voir jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer à voir. Il n'est jamais trop tard pour commencer à écouter. Et il n'est jamais trop tard pour réaliser que les personnes les plus extraordinaires se cachent souvent dans les endroits les plus ordinaires. Il suffit d'être prêt à regarder.